Paul Kagame, l'homme qui s'est battu pour son pays, en tant que chef rebelle contre le génocide, et a ensuite travaillé pour reconstruire son économie en tant que président, il est sans doute l'un des leaders africains les plus respectés de notre temps. Kagame a pu unir le pays après le génocide, et il est largement considéré qu'il a réussi à supprimer les divisions ethniques qui régnaient avant son leadership. Il a également réussi à sortir des millions de Rwandais de la pauvreté, et grâce à plusieurs de ses réformes géniales, le Rwanda est maintenant considéré, non seulement comme un pays sûr, mais comme l'un des meilleurs pays où faire des affaires dans le monde entier. De chef rebelle au président de la République du Rwanda, voici le parcours de Paul Kagame. Avant de commencer, je souhaiterais vous informer que nous avons également publié d'autres vidéos sur le Rwanda, que vous pourrez regarder après celle-ci. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien louper. C'est parti! Les parents de Paul Kagame ont fui le Rwanda en 1969 vers l'Ouganda voisin, en raison des tensions ethniques qui régnaient dans le pays. Il avait moins de 5 ans à ce moment-là. Cette violence ethnique avait été attisée par les Belges, dans la période précédant l'indépendance du Rwanda. Les Belges avaient colonisé le Rwanda. Paul a donc été élevé dans des camps de réfugiés rwandais, en Ouganda. Il a fréquenté le même lycée que l'actuel président ougandais Yoweri Museveni, mais il a été expulsé pour s'être battu. Kagame a déclaré que ses combats étaient dus à son deuil, de la mort de son père. Après avoir fréquenté la célèbre université de Makerere, il a rejoint l'armée de résistance nationale NRA, luttant pour renverser le président ougandais de l'époque, Milton Obote. La résistance armée a conduit à l'installation de Yoweri Museveni, à la présidence en 1986. Kagame est devenu le chef du renseignement de Museveni. Il était connu comme un officier honnête et incorruptible. À la fin des années 1980, Kagame et d'autres commandants militaires rwandais ont formé le Front patriotique rwandais FPR pour planifier une invasion de leur pays d'origine. À l'époque, les Rwandais de la diaspora au Burundi, en Tanzanie et en Ouganda étaient plus d'1 million, ayant fui la violence dans leur propre pays. Alors que Kagame étudiait au collège de commandement et d'état-major de l'armée américaine au Kansas, le FPR a tenté d'envahir le Rwanda, mais a été repoussé par les forces armées rwandaises. Cela a conduit à 3 ans de guerre civile rwandaise. En 1993, des pourparlers ont eu lieu à Arusha entre le FPR et le gouvernement rwandais, et un accord de partage du pouvoir a été signé. Le gouvernement a promis d'inclure le FPR dans le prochain gouvernement. Cependant, le pire était à venir lorsqu'en 1994, l'avion du président Habyarimana a été abattu à Kigali le 6 avril 1994, déclenchant le génocide. La communauté internationale est à peine intervenue, alors que des milliers et des milliers de Rwandais ont été tués en l'espace de 100 jours. Kagame, chef du FPR, a envahi le Rwanda pour mettre un terme à l'effusion de sang. Ils se sont progressivement emparés du territoire, prenant finalement la capitale Kigali, le 4 juillet 1994. L'ONU et les casques bleus belges s'étaient retirés après la mort de 10 soldats belges au début du conflit. Les Français avaient des relations étroites avec le gouvernement de Habyarimana, et ont envoyé une force spéciale pour évacuer ses citoyens. Ils ont ensuite mis en place une zone de sécurité pour les survivants, mais ont été accusés de ne pas faire grand-chose pour arrêter les tueries dans la zone de sécurité. Kagame accusera plus tard les Français de soutenir ceux qui ont organisé le génocide, une accusation démentie avec véhémence par le gouvernement français. Depuis 1994, les relations entre les deux pays sont glaciales, et n'ont commencé à se dégeler que récemment avec la visite de Macron à Kigali en 2021. Macron a admis que si la France n'avait pas été complice du génocide, elle avait commis des erreurs de jugement aux conséquences terribles. Après avoir occupé Kigali, Kagame avait désormais l'immense responsabilité d'apporter la stabilité à un pays en ruine. Des cadavres couvraient littéralement les rues de Kigali, et d'une grande partie du petit pays, et les tensions étaient toujours vives. Des membres de la milice armée qui avaient perpétré le massacre ont fui le pays vers le Zaïre d'alors, aujourd'hui la RDC. Ils étaient estimés à environ 2 millions de Rwandais. D'autres réfugiés qui avaient quitté le pays dans les années précédant le génocide, en Tanzanie et en Ouganda, sont revenus dans le pays. Les survivants, les auteurs restés et les rapatriés ont dû trouver un moyen de coexister et de former un gouvernement.
Le FPR s'est transformé en parti politique et a formé un gouvernement d'unité qui a réuni tous les partis non extrémistes à la présidence, au Parlement et au cabinet. Kagame est devenu ministre de la Défense et vice-président. En tant que ministre de la Défense, il était le commandant en chef et contrôlait l'armée, et à travers elle, l'État. Dès le début, il était considéré comme le chef de facto, encore plus puissant que le président, Pasteur Bizimungu. En 2003, le Rwanda a tenu ses premières élections depuis le génocide, et Kagame a finalement été élu 6e président du Rwanda. Depuis lors, il a transformé le Rwanda en un phare de croissance et de développement, en Afrique. Il est aujourd'hui l'un des leaders les plus respectés d'Afrique. Depuis 2001, le PIB du Rwanda a augmenté en moyenne de 6%, ce qui en fait l'un des pays à la croissance la plus rapide du continent. Le PIB du Rwanda a plus que doublé sous son leadership. Ce n'est qu'après la pandémie que le pays a connu sa première récession. Une partie de la croissance est liée à l'aide étrangère qui a afflué dans le pays après le génocide, en raison de la culpabilité des pays occidentaux de n'avoir rien fait pour aider pendant le génocide. Ceci dit, Kagame mérite d'être applaudi pour avoir utilisé l'aide à bon escient, au profit de son peuple, contrairement à d'autres dirigeants africains corrompus qui l'ont utilisé uniquement pour s'enrichir et enrichir leurs proches. Le pourcentage de l'aide dans le PIB est passé de près de 100% en 1994 à environ 40%. Au lieu de cela, le gouvernement veut se concentrer sur les investissements étrangers plutôt que sur l'aide occidentale, que Kagame considère comme un pansement, plutôt qu'une solution à long terme. Il est connu pour être franc sur les conditions d'aide injustes. Il croit aux solutions africaines, aux problèmes africains. Il a loué la façon dont la Chine commerce avec les pays africains, par opposition à l'aide injectée par l'Occident en Afrique, qui ne renforce pas la force commerciale des pays bénéficiaires. Récemment, le gouvernement s'est concentré sur les exportations de café et de thé, les infrastructures et le tourisme de luxe, pour stimuler la croissance économique. La principale activité économique du pays est l'agriculture, mais le gouvernement de Kagame s'est efforcé de transformer le secteur principalement de subsistance en un secteur capable de soutenir les exportations vers les pays voisins du Congo et du Burundi. Son gouvernement a profité de la croissance du PIB pour améliorer les programmes de protection sociale dans le pays, visant à éradiquer la pauvreté et à améliorer le niveau de vie. L'administration a augmenté le montant consacré à l'éducation, de près de 24% des dépenses publiques, avec un taux de scolarisation primaire de près de 90%. Le Rwanda a l'un des taux d'alphabétisation les plus élevés d'Afrique. L'administration espère capitaliser sur la population instruite et passer d'une économie principalement agricole à une économie basée sur les services, la communication, la technologie et l'entrepreneuriat. Kagame a déclaré qu'il avait l'intention de faire du Rwanda le centre technologique de l'Afrique. Il considère la croissance économique rapide de Singapour depuis les années 1980 comme une source d'inspiration. Un autre secteur sur lequel le gouvernement rwandais a concentré ses efforts est la santé. Le gouvernement dépense jusqu'à 9% du PIB pour la santé, ce qui a entraîné une réduction drastique des taux de mortalité infantile et des taux de mortalité maternelle. Cela est dû aux politiques gouvernementales visant à augmenter les naissances dans les établissements de santé. Le Rwanda a proposé les objectifs Vision 2020 et Vision 2050 pour suivre les progrès économiques du pays. L'administration a proposé des objectifs ambitieux mais raisonnables pour Vision 2020, notamment multiplier par 7 le PIB, transformer le secteur agricole, augmenter le revenu par habitant à $900 et devenir un centre technologique en Afrique. Le gouvernement prévoyait également d'investir au moins 5% de son PIB dans la science et la technologie chaque année. Bien que tous les objectifs n'aient pas été atteints en 2020, le pays est sur la bonne voie pour les atteindre à l'avenir. Kagame insiste sur le fait que son objectif ultime est de transformer le pays en un pays à revenus intermédiaires. Pour attirer les investisseurs étrangers et nationaux, le Rwanda a réformé ses lois sur les affaires. Et en 2011, un rapport de la Banque mondiale a salué le Rwanda comme l'endroit le plus facile pour faire des affaires en Afrique de l'Est et le 4e plus facile en Afrique. C'est le 29e endroit au monde où il est le plus facile de faire des affaires, faisant du Rwanda le seul pays à faible revenu dans le top 30.
Dans l'indice de perception de la corruption de 2017, le Rwanda était également classé comme le 3e pays le moins corrompu d'Afrique, après les Seychelles et le Botswana. Dans une région où il y a beaucoup d'inefficacité institutionnelle et de corruption, le pays se distingue comme un bon endroit pour investir et faire des affaires. Grâce à cette croissance économique, le pourcentage de Rwandais vivant en dessous du seuil de pauvreté est tombé à 39% de la population, et depuis 2005, le gouvernement s'est engagé à réduire les inégalités et la pauvreté, en particulier dans les zones rurales du pays. Kagame a été élu pour 2 mandats supplémentaires depuis 2003. La Constitution autorise 2 mandats de 7 ans, qui se sont terminés en 2017, mais un amendement constitutionnel de 2015 lui permet d'être élu pour 3 mandats supplémentaires. Paul Kagame a maintenu la stabilité politique, dans un pays qui se remet d'un conflit, ce qui n'est pas une mince affaire. Il est cependant connu pour réprimer la dissidence et l'opposition politique. Il est désormais considéré comme le dictateur bienveillant de l'Afrique, qui réprime la liberté d'expression tout en favorisant la croissance économique dans son pays. La question est alors, est-il préférable pour un dirigeant d'offrir un contrat social de stabilité et de croissance économique, et d'attendre le respect, ou de tenter la démocratie et de lutter pour atteindre des niveaux similaires de développement économique? La plupart des gens en Afrique estiment que les droits de l'homme sont un petit prix à payer, pour des progrès remarquables et une amélioration du niveau de vie, en particulier dans une région en proie au sous-développement. Laissez-nous savoir ce que vous en pensez du leadership de Paul Kagame dans la section des commentaires. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À bientôt.